Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 1er mars 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce matin, toujours, la situation en Ukraine fait plier les indices, notamment en Europe. Hier, Wall Street a quand même hésité, étant donné qu'on a eu pas mal de sanctions assez lourdes contre la Russie ce week-end. Globalement, les indices ont fini un peu en ordre dispersé hier, outre-Atlantique. Les investisseurs se débattant, on va dire, dans l'incertitude et les valeurs bancaires chutant après quand même les puissantes sanctions occidentales contre la Russie après son invasion de l'Ukraine. Donc, la poursuite des combats en Ukraine et le durcissement marqué des sanctions visant Moscou ont quand même fortement perturbé les marchés, que ce soit les marchés actions, le forex, notamment sur la rouble russe, et aussi les matières premières, avec une flambée des matières premières agricoles. Donc, les États-Unis ont annoncé hier qu'ils paralysaient les actifs de la Banque centrale de Russie, mettant à exécution l'une des mesures décidées contre les banques russes ce week-end avec l'Union européenne, auxquelles se sont joints quand même le Japon et la Suisse. Forcément, l'aggravation de la crise géopolitique a ajouté aux préoccupations des investisseurs concernant la montée en flèche de l'inflation et les plans de relèvement des taux de la Réserve fédérale, à savoir d'ici 2 semaines. Donc là, pareil, on va avoir des indicateurs encore clés à surveiller cette semaine, notamment le rapport mensuel qui sera publié vendredi à 14h30. Enfin, le S&P et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse sur 2 mois depuis le krach provoqué par la pandémie en mars 2020. Donc là, on a eu quand même déjà 2 mois de baisse pour l'ensemble des indices. On fera le point justement après dans la partie macro concernant le mois de mars et les performances à venir. Ce matin, en Europe, eh bien, la baisse se poursuit. Clôture, comme je vous le disais, assez mitigée à Wall Street la veille. L'espoir quand même d'une issue diplomatique au conflit en Ukraine et les résultats encourageants des enquêtes sur l'activité du secteur manufacturier chinois semblent insuffisants pour les investisseurs, pour les inciter en tout cas à repartir à l'achat à court terme. Même chose sur le mois, grosse dégringolade pour le CAC 40 qui a quand même perdu 4,86% en février, soit sa pire performance depuis le mois de mars 2020. Pour rappel, après une baisse de 2,15% en janvier. Là, pareil, en Europe, les indices enchaînent les mois de baisse. Et forcément, piètre performance s'explique évidemment en grande partie par la guerre en Ukraine, mais une partie des investisseurs semble vouloir croire toujours à la possibilité d'une issue diplomatique du conflit. Donc, malgré l'absence de résultats concrets des négociations de lundi entre les deux camps, les deux acteurs espèrent toujours qu'on n'aura pas une escalade des tensions et ils cherchent désormais à évaluer les chances de succès des négociations entre Ukrainiens et Russes. Un exercice quand même qui semble difficile en l'absence de résultats concrets à la première rencontre, justement à la frontière biélorusse, en dehors de la promesse de poursuivre les pourparlers. Toujours globalement des indices sous pression qui vont surveiller de très près les discussions et si possible la voie diplomatique que pourrait emprunter Moscou pour éviter une dégringolade encore plus profonde des indices boursiers. Côté macro, ici, nous avons les taux concernant la banque russe. Comme vous avez pu le constater depuis la fin de semaine dernière et en ce début de semaine,
on assiste à un effondrement de la rouble russe. Par conséquent, la Banque de Russie, elle, a relevé son taux directeur en urgence. Il était à 9,5%, il est passé quasiment 20%, car il est passé à 20%. Et la Banque de Russie déclare que les conditions extérieures effectivement de l'économie russe ont radicalement changé entre le gel des avoirs russes et les sanctions assez lourdes, notamment la crainte d'exclure SWIFT, en tout cas la Russie du réseau SWIFT. Et elle déclare justement que la hausse des taux est nécessaire pour rendre les dépôts en roubles attractifs. Et effectivement, lorsqu'une banque centrale relève ses taux, forcément, sa devise devient plus attractive et les investisseurs cherchent justement à avoir des rendements intéressants sur ces devises-là. Là, effectivement, gros coup de pression de la part de la Banque centrale russe qui a doublé ses taux en urgence. On est passé de 9,5 à 20% pour limiter l'effondrement de la rouble russe, qui a quand même chuté drastiquement, qui a perdu quasiment 40% de sa valeur en l'espace d'une semaine. Et d'un autre côté, le fait de monter les taux permet d'éviter, en tout cas de contrôler potentiellement une inflation forte à venir dans le pays. Pourquoi justement, pour rappel, la Banque centrale américaine doit relever plusieurs fois ses taux cette année, justement pour tenter de juguler l'inflation. Et donc là, c'est à peu près la même chose pour la Russie. Elle, pour tenter de limiter la casse sur la rouble russe, en tout cas éviter une dégringolade encore plus profonde, et potentiellement anticiper les risques d'inflation forte à venir dans le pays. Maintenant, parlons des performances sur le mois de mars. Bon, ça reste encore une fois des statistiques, mais on constate que généralement, d'un point de vue de la saisonnalité, le mois de mars est un bon mois pour le marché action américain. Donc, comme je vous le disais, on a déjà eu un mois de janvier dans le rouge, un mois de février dans le rouge. Potentiellement, est-ce qu'on va avoir un mois de mars dans le vert? En tout cas, c'est vrai que l'horizon ne semble pas s'éclaircir à court terme. Ici, c'est uniquement d'un point de vue de la saisonnalité et des performances depuis 1900. Et on constate qu'effectivement, le mois de mars est un mois positif pour le marché action américain. Maintenant, comme je vous le disais, on a pas mal de nervosité, beaucoup de volatilité sur les marchés, des tensions qui ne semblent pas s'apaiser dans l'immédiat. Donc, voilà, c'est juste un graphique pertinent. Encore une fois, prise de recul par rapport à la situation inédite qu'on vit actuellement sur les marchés. Maintenant, comme vous le savez, à court terme, mais vraiment à très court terme, les marchés restent focus sur l'invasion de la Russie en Ukraine. Et dans 2 semaines, on aura de nouveau des craintes sur la politique monétaire à venir de la Fed. Et par conséquent, va-t-elle augmenter ses taux de 50 points de base ou de 25 points de base? Comment les marchés vont réagir? Ça aussi, ce sont des éléments pouvant créer de nouveau de l'incertitude et pouvant aussi pénaliser les marchés actions, en tout cas le Nasdaq. Donc là, très important à surveiller. Comme je vous le disais, on a des données clés qui vont nous donner un peu plus de visibilité sur cette hausse de taux, à savoir, encore une fois, le rapport sur l'emploi américain, qui est l'une des statistiques clés regardées par la Fed, justement, pour se décider sur son resserrement monétaire à venir. Et ensuite, un peu plus tard, on aura aussi les chiffres de l'inflation. En tout cas, pour rappel, n'oublions pas que la première hausse de taux est censée intervenir au mois de mars, qui est censé intervenir entre le 15 et le 16 mars. Donc, à très court terme, si les tensions s'apaisent et que il n'y a pas plus d'incertitude, eh bien les indices pourraient reprendre de la hauteur. Finalement, si on retrouve le chemin de la voie diplomatique et si
la Fed, encore une fois, se montre moins agressive que prévu et opte uniquement pour une hausse de 25 points de base, pareil, ça pourrait potentiellement donner un léger bol d'air au marché et leur permettre de reprendre un peu de hauteur sur le mois de mars. Concernant la partie technique, allons voir tout de suite les indices. Grosse dégringolade toujours pour les indices. Pour ma part, j'estime qu'on est une zone clé, comme toujours. Les 6415 et la borne basse de ce canal. Dans le sens où ça correspond à la borne basse de ce canal de long terme et à cette zone un peu de polarité qu'on est venu travailler. Donc là, j'aimerais très clairement qu'on vienne une bonne fois pour toutes taper cette zone. C'est une zone assez large, 6430, 6400, mais ça constitue un premier niveau clé pour tenter des achats. Là, on a un vrai flux baissier. Le rebond hier, en tout cas, on est ouvert en baisse, on a eu un gros rebond vendredi. Les tensions s'accentuent actuellement. Par conséquent, travailler les zones pour intervenir judicieusement sur les indices. Et là, très clairement, c'est la zone ici qui m'intéresse pour tenter des achats. Vendre ici, très clairement, c'est un peu tard. On perd déjà 3%. Donc là, maintenant, je parle en intraday, voire légèrement en swing, identifier des zones clés pour intervenir sur le marché. Donc là, pourquoi pas retenter vers les 6430, mais si on fait un petit excès, l'idéal, ce serait d'aller chercher les 6400 points. Borne de base du canal, zone de polarité. Maintenant, en données 4 heures, peut-être qu'un range pourrait avoir de nouveau un gros range s'installer sur les indices. Entre 6400 et 6780. Donc là, pour moi, rien à faire. L'idéal, ce serait d'avoir un beau chandelier de retournement, pourquoi pas en 5 minutes pour celles et ceux qui font de l'intraday, 15 minutes, voire horaire, sur cette belle zone, avec un stop loss en dessous pour tenter de jouer un premier rebond en direction des 6570 points. Et plus, si affinité, si on parvient à casser ce niveau et potentiellement évoluer dans un énorme range de stabilisation dans les jours à venir. Concernant le DAX, pour le DAX, c'est à peu près la même chose. Un peu plus bas. Bon, on a notre belle zone qu'on a identifiée il y a de ça, la semaine dernière. La fameuse zone des 14 780, 14 800, 14 730. Pour moi, on a vraiment une zone parfaite. Elle a déjà donné pas mal de points pour celles et ceux qui ont tenté des premiers achats ici. Là, on se situe sur un niveau intermédiaire, effectivement. Regarde ça d'un peu plus près. À une zone à peu près ici. « 14 000, un peu plus haute. Si je prends les deux petites mèches, j'ai un deuxième niveau par ici. 14 130. Là, j'ai un petit niveau intermédiaire. Effectivement, aux alentours, je vais tracer la zone, ce sera plus propre. Aux alentours de 14 050. Et c'est le dernier niveau, selon moi, pour tenter un achat, même si le flux reste très baissier. Là, je parle d'un achat intraday.
globalement, pour moi, le flux reste quand même baissier. Mais en tout cas, une chose est sûre, si on repasse sous cette zone, il faudra totalement arrêter les achats et attendre qu'on vienne de nouveau taper notre fameuse zone vers 13 780, 13 780, 14 800. 13 800, pardon. Ce niveau-là. 13 800, 13 750. Pour moi, ça reste la zone sur laquelle j'ai envie de tenter de nouveau un achat. On a une petite zone intermédiaire juste ici. Si elle casse, il faudra attendre 200 points plus bas. Voilà le plan. Maintenant, si je bascule en données 4 heures, reste baissier, je ne note pas de chandelier pertinent actuellement. Donc on a fait peut-être un double sommet et qu'on pourrait aller plus bas. C'est ma vision du marché en tout cas. Je surveille quand même ce niveau, comme je vous le disais, mais là effectivement sur mèche, on prend la mèche ici, on a le sentiment qu'on vient de valider un double top et par conséquent on pourrait retourner sur les 13 008. Maintenant, comme je vous le disais, on arrive proche d'une zone et l'idéal ce serait de chercher un signal de retournement en 5 minutes ou en 15 minutes. Pour l'instant, ça chute, on arrive proche de la zone, 14 050, 14 000. Si dans cette zone-là, vous avez un joli breakout haussier 5 minutes, 15 minutes, pourquoi pas tenter un achat réactif, stop loss sous la zone pour prendre quelques points. Maintenant, si cette zone est enfoncée, on attendra sagement un retour 200 points plus bas pour de nouveau travailler la zone mensuelle. Le Dow Jones. Le Dow Jones, j'ai hâte de voir l'ouverture. Effectivement, je notais ici une consolidation qui semblait intéressante. Magnifique rallye haussier, le sentiment qu'on avait une consolidation un peu dans un fanion. Bon, à prendre avec des pincettes parce qu'actuellement on est rouge sur les futurs et voilà, je n'exclus pas un range, tout simplement pour avoir une grosse zone ici sur la tête à 34 002 et on a eu un magnifique échec sur cette zone sur les futurs avec un avalement 4 heures. On fera le point juste après. D'abord, on va regarder un peu le cash. Donc le cash, voilà, et le fameux range à ajuster, savoir si on gardait la borne basse de ce range ou si la borne basse du range était un peu plus bas. En tout cas, on est quand même sur un gros niveau. On a retracé là les 50% de la dernière vague de baisse. Et pour l'instant, on est maintenu en échec sur ce niveau. Donc, pareil, pour moi, sur le Dow Jones, si on break les 34 100, 34 200, j'arrêterai de chercher des ventes. En tout cas, je reviendrai à la vente un peu plus tard sur cet indice. Là, on serait toujours dans cette phase de puissant rebond. Et là, on est effectivement sur un niveau clé. Si on est amené à le franchir, il faudra continuer à chercher des achats. Pour donner 4 heures, voilà, pour moi, on est sur un gros niveau. Paquet jaune. Si on bascule sur les futurs, vous allez tout de suite comprendre la zone qu'on est en train de travailler. Le niveau qu'on avait évoqué en données daily, je crois la semaine dernière, les 38,2. 38,2 de cette dernière vague de baisse qui correspondent, non, les 50%, autant pour moi, je confonds. Les 50% de la dernière vague de baisse, justement, qui coïncide avec notre plaquis jaune, et une zone de prix importante. On avait déjà tracé en amont. Donc là, on est venu taper la zone une nouvelle fois. En données 4 heures, effectivement, je note, comme je vous le disais, l'avalement baissier qu'on est venu former ici. Donc cet avalement a été validé.
et le marché pourrait de nouveau offrir un repli, peut-être consolider à court terme dans ce range-là. Et donc, range à venir, 6 cassures potentiellement double top, et on ira plus bas. En tout cas, là, avalement baissier, à voir à 15h30. De nouveau chercher des ventes, effectivement, suite à ce pattern, pour viser un peu plus bas. Maintenant, on est sous une zone clé, et comme je vous le disais, si cette zone break, j'arrêterai totalement de chercher des ventes. Et bien au contraire, le rebond pourrait se poursuivre et on devrait aller chercher plus haut. Voilà le pivot clé de la semaine. Pour moi, c'est 34 000 points, 34 100. Cassure, les acheteurs reprennent la main, on ira plus haut, on attendra plus tard pour vendre. En attendant, pression sous résistance, avalement baissier, tout le sentiment que le marché est potentiellement de nouveau prêt à activer un mouvement correctif vers la borne de base du range à court terme. Si elle casse, on ira chercher la prochaine zone. USD. Concernant l'euro-dollar, bon, on est sous notre zone des 1,1180. J'aimerais plutôt un retour vers les 1,1140 pour avoir la borne basse du range, tout simplement. Voilà, il y a une grosse bataille qui est en train de s'effectuer sur ce niveau. Et l'idéal, ce serait d'avoir un retour par ici. 1,1125, 1,1123. Tenter de nouveau un achat sur la borne basse du range. Et ici, j'ai l'impression qu'on a une grosse bataille. On a ouvert lundi avec un énorme gap baissier, ça a été repris, ça repart. Bon, l'idéal, comme toujours, c'est de trader le range et d'intervenir sur les zones clés du range. Et là, pour l'instant, pour moi, c'est un grand flou. Effectivement, les 1,1180, c'est un gros niveau. Et on a une grosse bataille justement sur ce seuil clé. Personnellement, je suis bien incapable de vous dire là, si le marché va repartir à la hausse ou redescendre. J'ai le sentiment en tout cas que c'est assez piégeux. De ce fait, je préfère encore une fois sur l'euro-dollar attendre les zones clés. Autant, heureusement, j'étais absent, mais celles et ceux qui ont payé l'énorme gap baissier, eh bien, c'était une très bonne chose. Généralement, un gap de plus de 1% sur le Forex est comblé. Là, il a été partiellement comblé, mais il y avait un super trade à faire durant la nuit pour jouer ce comblement partiel de gap. Maintenant que ce gros mouvement a été fait, je suis assez neutre. Je veux dire, on est sur un gros niveau clé, les 1,1180, mais j'aimerais de nouveau, comme ici, une nouvelle frayeur, un nouvel excès pour intervenir encore une fois aux alentours des 1,1135, 1,1125. Le GBP AUD, fin du trade. Ici, on avait mis en place un trade la semaine dernière suite à l'épaule tête-épaule. Le boss avait mis ABE ici, prise de TP1 vendredi. Je vous disais d'abaisser votre stop et d'aller chercher le TP2. Voilà, le TP2 est fait, fin du trade. Si vous voulez garder un reliquat, pourquoi pas? C'est pas interdit, très clairement. Mais là, je considère vraiment qu'on a eu une très belle accélération baissière et que l'idéal, vu la complexité des marchés actuellement, prendre ses bénéfices est une bonne chose. Donc là, on a enchaîné les séances de baisse, gros rallye baissier, fin du trade pour moi. Si vous voulez garder un reliquat en vous disant, bon, ça peut accélérer plus bas, pourquoi pas, pour ma part, fin du suivi sur cette paire, objectif 1 fait, objectif 2 fait, et mes zones clés ont été atteintes, que ce soit le TP1 ou l'objectif théorique. Donc là, on est de nouveau sur une zone. Pour moi, si ce n'est prendre ses bénéfices et chercher de nouveaux setups sur d'autres paires de Forex. Le GBP Yen, toujours sur surveillance, celui-là,
son fameux range ou le double top aussi à venir. Je le guette. Encore une fois, c'est une configuration qui me plaît beaucoup, très clairement, mais pour l'instant, malheureusement, je le garde sous surveillance. Voilà. Je vous disais, on avait eu l'avalement 4 heures ici, mais le ratio n'était pas bon du tout. On ne peut pas se permettre de payer, mettre un stop loss là pour viser le milieu de range, même la borne haute. On n'a pas un bon ratio, tant pis, on laisse tomber. L'idéal, c'est d'avoir voilà, des chandeliers moins puissants, mais de retournement, comme ici une première fois, qui nous permettent d'avoir un meilleur ratio risque-reward. Pour l'heure, range à surveiller toujours sur cette paire. Invalidation du range si clôture, rappel, si clôture sous MM200 daily, dans ce cas-là, on aura un double top et je viserai plus bas, les 149,50. Pour l'instant, on part dans une stratégie de trading range à condition d'avoir un signal de retournement. Comme pour l'euro-dollar, pareil, on se rapproche doucement de la bande basse, mais selon moi, un signal technique de retournement pour rentrer sereinement sur ce marché. Là, il y a l'AUD-USD aussi que je surveillais, qui enfin va revenir sur la borne haute, avec MM et oblique baissière, donc là, à surveiller. On a vu le signal horaire, mais c'était très compliqué de l'attraper, celui-là, en milieu de semaine dernière. Là, on revient sur ce niveau clé. Bon, je suis à l'affût. En tout cas, moi, il y a une belle oblique, une MM200 qui arrive droit sur les prix, une borne haute de canal. Pour l'instant, je crois que c'est un peu trop tôt pour rentrer à la vente. Pas de signal baissier 4 heures. Aucune raison de se précipiter pour l'instant. J'aimerais au moins un signal 4 heures. Là, j'ai rien. En daily, toujours rien. Et n'oubliez pas que si on casse par le haut ce range, c'est bon, on valide le double creux, ça va repartir pleine balle. Il y a cette oblique. Et je vous disais, si on casse, très bien, on attendra cassure de l'oblique et de la MM200 pour jouer le pullback. Et si pullback confirmé, OK, on paiera l'AUD, USD pour viser une reprise haussière. Sinon, la crainte, c'est vraiment d'avoir un bull trap. Voilà. De casser, ici, tout le monde paye, finalement, on bute MM200 oblique, on réintègre bull trap direction le sud. Donc là, vraiment, faites attention à ce scénario de bull trap potentiellement envisageable. D'où mon invitation. Si ça casse, très bien, pas de souci. On attend cassure de l'oblique MM200 avec pullback pour payer. Si on n'a pas cette configuration-là des prix, on laisse tomber, car on pourrait avoir un bull trap. Pour l'instant, c'est si on casse. Là, actuellement, je guette quand même un signal de retournement, comme ici, sur borne haute de range. On travaille maintenant depuis le mois de novembre. Donc là, pareil, un scénario, ça reste pour moi le plan de trading de la semaine avec le GBP-Yen, 2 paires sous surveillance d'un point de vue trading pour cette semaine. Le gold. Résiste plutôt bien. On a toujours les stop loss qui n'ont pas dû sauter, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas regardé. OK, non, vous voyez, les stop loss bien placés. Tout le monde avait remonté son stop loss ici. Je vous disais quand même de vous payer sur les 1960 et de remonter le stop loss sous l'oblique la zone. Donc, celles et ceux qui étaient rentrés sur la divergence ici, bon, bah, c'était payé là, ici, peut-être qu'ils ont sorti totalement, peut-être gardé un reliquat, ont mis un stop win. Celles et ceux qui sont rentrés ici à la cassure des 1850 sur la sortie de triangle, pareil, se sont payés, j'espère, vraiment une première fois sur les 1960, ont remonté leur stop. Voilà, là, ça s'est fait. Les stop loss de la div ou pour les longs termes est ici 1873, donc on n'a pas été touché. Je continue de faire le suivi et je vais donner une belle oblique haussière. J'hésite encore à remonter les stops. Je vais attendre de voir la clôture daily.
Je vais attendre de voir la clôture des lignes. J'aimerais que cette fois-ci, la clôture mensuelle est très belle. Voilà, on a une belle clôture mensuelle. Bon, sous résistance, c'est dommage, effectivement. Mais une belle clôture mensuelle, pardon. Une belle clôture mensuelle qui plaide vraiment pour une reprise haussière de cette tendance de fond primaire. Pour rappel, tendance de fond primaire haussière, tendance secondaire légèrement baissière, voire phase de stabilisation. Et là, le sentiment d'un redémarrage en sous-coupe. En tout cas, belle bougie flux, du volume, résistance. J'aurais aimé qu'on casse les 1910, mais bon, ça reste quand même une belle configuration sur le gold. Maintenant, effectivement, on remontera encore une fois les stop loss et peut-être qu'on pourra chercher des achats si on clôture au-dessus des 1910 sur pullback ce soir. Vous voyez, c'est quand même un très gros niveau qu'on a travaillé depuis le 21 février. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de ce niveau, même quand on a eu l'énorme spike, l'envolée. Clôturer en dessous, là, pareil. Là, j'ai ma Tenkan, vous voyez, qui bloque. Par conséquent, j'aimerais qu'on ait une clôture au-dessus de cette Tenkan. Voilà. Donc là, on a déjà une belle bougie verte. Si on clôture au-dessus des 1910, c'est un bon point. Si on peut casser la Tenkan, je verrai demain pour tenter des achats sur pullback pour vraiment, encore une fois, les gros retardataires qui ne sont pas rentrés ici. Là, on pouvait rentrer plusieurs fois sur le gold. Là, peut-être celles et ceux qui veulent renforcer leur position, je vais voir sur les 1910 si on casse pour de nouveau aller chercher les 1960. En tout cas, ça reste haussier, remonter les stops. Si on casse les 1910, encore une fois, je ferai remonter les stops. Stop à 1873, des stop win. Casse vraiment ce niveau-là. Zone qu'on travaille. Si on pouvait breaker les 1901, ça permettrait encore une fois de remonter le stop loss et espérer une nouvelle accélération en direction des 1960. Extrêmement haussier, le pétrole, comme toujours. Tente une nouvelle fois de sortir par le haut de ce canal. Bon, et d'aller chercher notre fameuse résistance ici. On va tenter de nouveau une vente, mais c'est vrai qu'on a un véritable bulldozer. Beau canal haussier, effectivement, on a eu un beau rejet une première fois, une deuxième fois, là on tente de nouveau. D'être acheteur en vrai, une telle accélération. Mais je n'ai pas non plus envie d'être vendeur quand je vois un tel flux haussier et quand je vois le contexte actuel. Tenter des ventes agressives ici, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, protégez-vous très rapidement dès que ça perd 1%. On a vraiment un actif très volatile. Ça part un peu dans tous les sens. Je trouve qu'on a une très grosse zone sur de la tête. Mais d'un côté, un contexte géopolitique qui plaide très clairement pour une poursuite de la hausse du pétrole. Très très belle zone ici de polarité à mettre à profit. Donc, pourquoi pas tenter des ventes ici sur signal horaire, voire 4 heures, mais à protéger vraiment très très rapidement car vous êtes à contre-courant. Pour le flux, là, c'est jouer un repli de marché. Pareil, si on peut avoir un repli de marché, ce serait pour viser un retour sur les 100, une réintégration du canal. Effectivement, l'idéal, c'est d'aller chercher la borne haute.
deuxième fois, donc revenir taper la zone des 105. Par contre, si on a une bougie qui pulvérise cette zone, arrêtez immédiatement de chercher des ventes. Voilà. Ici, pourquoi pas sur un beau signal horaire, protéger très rapidement. Si ça passe pas, laissez tomber. Le flux vraiment est extrêmement puissant, ça reste haussier pour l'instant. On a toujours des plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts, malgré une baisse de 5 $. On n'a pas breaké l'ancien plus haut qui était ici pour moi. Donc très clairement, les acheteurs qui gardent toujours la main et un flux haussier extrêmement puissant. L'idéal, c'est de chercher à se positionner dans le sens du flux. Néanmoins, je reconnais qu'après une hausse stratosphérique, il devient de plus en plus positionné sur le pétrole tant qu'on n'a pas un très beau repli de marché. Pour le light, c'est exactement la même chose. Donc, rien à dire de plus. Et là, une fois, on a été repris, on est retourné dans notre zone d'accumulation. Là, de nouveau, on est en train de sortir, d'exploser. L'idéal serait d'aller chercher les 107, en fait. Une zone ici mensuelle. Là, on a breaké notre zone intermédiaire. Et 93, 97, 60, 98. Là, les deux sommets, c'est une belle zone de polarité. Effectivement, en fait, 107, la zone derrière à aller chercher. Ici, oui, je serais intéressé pour vendre le pétrole. Pour enfin tenter un repli sur le pétrole sur cette magnifique zone. Et pour l'heure, on est en pleine cassure de résistance, on est en pleine accélération haussière, on est en plein dans un flux haussier. Bon, on peut avoir un contre-pied, encore une fois, avec l'ouverture américaine à 15h30. Mais c'est quand même assez complexe. Et encore une fois, j'attends mes zones. On peut encore très bien monter dans cette zone-là. Je tenterai une vente pour viser un repli sous la zone précédente. Et là, on est dans une bougie séance flux. On n'est pas vraiment en surachat encore. Donc, il y a de la place pour grimper. Même en daily, je n'ai pas le sentiment qu'on soit en extrême surachat. Vous voyez, pas du tout. RSI à 85, 90, je dirais bon, là, ok. Là, le RSI, il re-rentre en zone de surachat, tout juste. Donc, ce qui montre une force acheteuse qui est en train de se mettre en place et qu'on pourrait aller chercher les 107 sans aucun problème. Par conséquent, on attendra encore une fois les zones hebdomadaires, mensuelles, pour intervenir sur un marché qui est extrêmement volatile. Le Bitcoin, ça se présente plutôt bien sur le BTC. Ça a rebondi grâce au Nasdaq. Pas mal de transactions ont été aussi effectuées sur le BTC de la part des Russes qui voient leur monnaie nationale s'éroder peu à peu. Par conséquent, on remarque qu'on a eu beaucoup d'acteurs russes qui ont transformé leur devise pour acheter du BTC. Donc derrière, on a eu un peu un combo de plusieurs éléments, que ce soit le rebond du Nasdaq. Actuellement, le BTC est très corrélé au Nasdaq. Donc, gros rebond du Nasdaq depuis 2-3 séances. Et des retail et aussi des investisseurs russes qui commencent à convertir leur monnaie, comme on a pu le voir en introduction, étant donné qu'on a un plongeon actuellement de la rouble russe. Par conséquent, ça a un peu dopé le BTC derrière. Belle séance, 14%, donc très belle hausse. Maintenant, on est dans le range. Effectivement, la cassure des 45 500 serait une très bonne chose, car on aurait un double creux. Là, une figure de retournement de tendance. Pour rappel, depuis le mois de novembre, on est dans une tendance baissière, grosse phase de stabilisation, un peu comme ici. Finalement, le BTC répète souvent la même configuration, donc grosse phase de correction. Ici, premier creux, deuxième creux, troisième creux, on est reparti à la cassure. Donc là, pareil, premier creux, deuxième creux. Raison de vendre la borne haute, il n'y a pas de changement de retournement. Au contraire, surveillons la cassure. Si ça casse, bon, on pourrait de nouveau reprendre des couleurs pour aller chercher les 53 250 $.
à peu près. En tout cas, on aurait une figure de retournement qui serait validée, à savoir un double creux, et ça permettrait au marché de reprendre de la hauteur. Non, pivot clé, selon moi, casse 45 000, 45 580 en clôture. Si ce niveau-là est cassé, pourquoi pas tenter un achat avec un stop loss par ici et espérer une reconquête. Qu'à surveiller, mais une structure intéressante. Dans l'hypothèse que ce soit un double creux, hein. À voir si on ne forme pas un gros range de consolidation, auquel cas, si on a un gros signal baissier, il faudra se montrer plus prudent sur le BTC et envisager une nouvelle rotation complète des prix en direction de la borne basse. Ethereum, c'est pareil. Peut-être que certains ont tenté des achats sur la borne basse de ce magnifique range. Effectivement, on était venu taper un beau niveau clé, à savoir notre bas de canal, en traçant la parallèle entre les deux points hauts. Trois niveaux clés qui m'intéressaient, hein, pour rappel, c'était justement ici, borne basse, couplée à cette parallèle par rapport au point bas ici, comme sur le BTC. Donc, on est venu le taper une nouvelle fois au dollar près, donc la zone des 2300, 1950, 1732. Donc là, même constat finalement, c'est un copier-coller du BTC, je ne vais pas me répéter. Je préfère quand même la configuration sur l'Ethereum que sur le BTC, tout simplement. Finalement, je sais que la même moyenne mobile 50 n'était pas encore franchie, mais autant pour moi. Non, finalement, la configuration sur le BTC est très bien. Sur l'Ethereum, un peu de retard, mais j'aime beaucoup cette bougie. Effectivement, je pensais que sur le BTC, on n'avait pas franchi la même 50, donc pour moi, elle a bel et bien été franchie. Donc là, belle bougie flux, directionnelle, cassure de résistance, 2875, deux zones, pareil, sentiment de double creux, donc celles et ceux qui sont à l'achat espèrent un retour en direction des 3250. Voilà. Et si on casse ce niveau, eh bien, double creux et même scénario que sur le BTC. Auquel cas, nouvel échec sur ce niveau, eh bien, on devra de nouveau patienter, travailler nos zones et travailler le range. Là, pour le coup, on aura un énorme range de consolidation qui se mettra en place entre 3250 et la borne basse du canal, enfin la borne basse du range couplée à la borne basse du canal vers les 2350. Là, on donnait 4 heures, petit peu haussier qui est en train de se mettre en place. On fait le pullback. Bon, eh bien, espérons que ce mouvement de début de reprise haussière se poursuive, et auquel cas, il faudra attendre les 3050, 3250. En plus, on avait mis en place une stratégie à l'achat ici. Pour avoir mis ce trait bleu-là, j'ai un énorme doute. Bon, là, c'est une stratégie à l'achat ici, break-even. Stop loss à break-even. Et c'est dans le train. Tant qu'on n'a pas une dégradation. Voilà. Pour moi, la dégradation, là, ce serait une clôture sous les 2800. Effectivement, de nouveau la zone, on repasserait sous la même 50 daily, ce ne serait pas une bonne chose. Sinon, pour l'instant, remontez votre stop, restez dans le train, visez les 3250, et si ça casse, eh bien, renforcez votre position pour viser 3675 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez quand même prudents sur les marchés avec cette volatilité assez extrême. Sélectionnez bien vos classes d'actifs et adoptez une bonne gestion du risque. À très bientôt pour un nouveau point complet sur la planète finance.